Merci, d'abord je suis ravie de pouvoir participer à ce séminaire. Alors, bon, je vais un peu décaler l'approche par rapport à ce qui a été fait ce matin et là, parce que moi, je n'ai pas travaillé dans ce cadre-là directement sur des risques naturels, mais au contraire, justement, sur une crise dans un domaine social et qui est la crise alimentaire. Et donc, ce que je vais vous présenter là, c'était en fait ce qui a été le point de départ de ma thèse. Et réfléchir à et en quoi justement cette crise alimentaire était-elle une crise et comment on peut lire ça dans le contexte particulier du Vietnam. Voilà. Donc il y a un avant et il y a un après 2008, ça a été une des phrases clés du début de mon enquête de terrain et que je trouvais assez intéressante parce que ça témoignait, donc c'était en 2011. L'essentiel de mon terrain de recherche a été fait en 2011, et ça témoignait de l'idée que 2008 avait été, malgré tout, un changement, avait initié un changement dans l'alimentation à Hanoï. Donc, l'année 2008 est connue comme pour la crise financière de l'automne, enfin la crise financière, puis ensuite la crise économique qui en a découlé, mais ça a été aussi une année, au début de l'année, une année de crise alimentaire, donc qui a commencé en réalité surtout dès fin 2017, et c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier. Donc, ce qui était intéressant, c'était que cette crise alimentaire, c'est pas tant une crise de disponibilité, entraînant une pénurie généralisée conduisant à l'accroissement des prix alimentaires, qu'une crise découlant de tensions sur les marchés. Et la conséquence a été que donc entre mai 2007 et mai 2008, on va voir. J'ai pas de pointeur moi, mais bon, en gros, vous voyez 2007 et 2008, le prix du riz a doublé sur les marchés mondiaux. Le prix du riz a doublé, le prix du maïs a augmenté de 140%, le prix du blé en gros de 160%. Et donc, il y a eu, de manière générale, une hausse donc, générale et importante de tous les produits alimentaires, et en particulier des grains, donc des céréales, et des produits laitiers. Donc cette crise a évidemment à une multitude de facteurs, des causes de long terme, d'augmentation de la demande et de modification des régimes alimentaires, des causes plus de court terme avec notamment l'accroissement de la demande pour de céréales pour des usages non alimentaires ou de l'espace pour des usages non alimentaires, notamment avec les agrocarburants qui ont joué un rôle assez important dans cet accroissement des prix. Et puis voilà, des causes de beaucoup plus court terme avec des stocks alimentaires qui étaient très bas, qui étaient à leur niveau le plus bas depuis 2 décennies, et le fait qu'on s'attendait à avoir une mauvaise récolte à ce moment-là, qui a favorisé des mouvements spéculatifs importants. Bon, dès l'été 2008, les prix ont baissé, mais néanmoins, ça a généré au printemps 2008, donc au plus haut des prix, j'avais cette curiosité là aussi. Au plus haut des prix, ça a généré un certain nombre de mouvements sociaux, d'émeutes dans les villes. Donc dans plusieurs villes, ici, alors on voit, voilà, j'avais peur que ce soit de mauvaise qualité, c'est le cas, je suis désolée. Donc ça, en orange, ce sont les pays qui ont connu des protestations ou qu'on a souvent appelées émeutes et des émeutes de la faim. Donc entre janvier 2007 et mai 2008, donc qui en réalité n'ont pas été menées par des groupes qui avaient vraiment faim, mais des personnes qui ont manifesté contre le prix élevé des denrées alimentaires, en particulier notamment du blé et du riz. Voilà. Le Vietnam n'a pas été concerné, a été marginalement concerné par ces formes d'émeutes ou de protestations, mais a connu une forte inflation alimentaire, et notamment en gros, les prix alimentaires ont augmenté de 30% en un an, avec une inflation générale de seulement 23%, donc ce qui est évidemment considérable, mais ce qui inclut aussi cette inflation alimentaire. Et donc, c'est pourquoi cet épisode a été vécu comme un basculement. Et donc, c'est la question que je me pose, c'est qu'on était dans un contexte d'amélioration globale des conditions de vie, et les villes en particulier disposent d'un contexte plutôt favorable socio-économiquement par rapport au reste du pays. Et donc, ma question, c'est en quoi est-ce que ça a été une rupture ?
Donc je procéderai en 3 parties, évidemment, avec donc d'une part une perspective un peu historique pour comprendre comment on est passé justement d'une situation de rationnement à l'autosuffisance alimentaire au Vietnam. Un deuxième élément, une deuxième période où je vais essayer de regarder plus spécifiquement en 2008 qui la crise a concerné et ce qui s'est passé. Et enfin, je montrerai en quoi, en réalité, on peut interpréter cet épisode comme étant un révélateur de la vulnérabilité alimentaire de certains citadins. Donc, au Vietnam, le Vietnam se caractérise, comme un certain nombre de pays de la région, par une politique de collectivisation dès les années, à partir de l'indépendance, donc par le pouvoir communiste, mais qui a débouché sur des résultats globalement décevants. Donc globalement, tout au long de la période, donc à partir des années 1950 et jusqu'à la fin des années 1980, on assiste à des rendements agricoles faibles, liés notamment à des pénuries d'engrais, aussi au mode de rémunération des agriculteurs qui se fait donc à la journée de travail et donc sans rapport avec leur production. Donc c'est pas particulièrement incitatif. De manière générale, pendant toute cette période, la production était insuffisante pour assurer de manière pérenne l'approvisionnement. Et donc le Vietnam a été largement dépendant des aides extérieures, et en particulier de l'Union soviétique et d'un certain nombre d'importations. Et en fait, à partir des années 1980, ce système de collectivisation a été particulièrement critiqué, notamment parce que c'était une période un petit peu compliquée en URSS et que les aides de l'URSS sont déclinées. Et en même temps, les cours mondiaux du café et du poivre, qui étaient des cultures d'exportation sur lesquelles le Vietnam s'était positionné, ont baissé. Donc, ce qui a réduit la capacité de l'État à acquérir d'autres types de denrées sur les marchés internationaux, donc des denrées alimentaires. Et donc, donc on voit sur toute la période les rendements. Ici, c'est les rendements du riz. À partir donc des années 60 jusqu'aux années 90, les rendements du riz ont tendance à décroître et la production de riz, ce qu'on voit ici, la production de riz en 1987 a même été inférieure à celle de 1986, alors qu'évidemment pendant la même période il y a un accroissement démographique. Donc ça a débouché, c'est ce qui a débouché sur une disette et une situation alimentaire vraiment critique, et c'est ce phénomène alimentaire qui a ouvert la voie à la décollectivisation, en réalité. Pendant toute cette période de pénurie assez chronique, il y a eu un système de rationnement alimentaire. Alors, en réalité, ça s'appelait des coupons alimentaires et qui étaient pensés avec une dimension idéologique comme devant offrir un accès équitable à tout le monde aux biens de première nécessité, et donc à commencer par les denrées alimentaires, évidemment. Donc ça a été mis en place dès la fin des années 1950. Et donc ça permettait à chaque famille, et selon le type d'activité, selon l'emploi officiel, de pouvoir acquérir dans des magasins d'État, et donc à très bas prix, un certain volume de denrées alimentaires. Par exemple, une personne avait le droit à 19 kilos de riz pour le mois, 1 kilo de sucre, etc. Et donc à des prix fortement subventionnés. Mais en réalité, et donc à côté de ça, il y avait la possibilité d'avoir recours au marché libre, mais qui était extrêmement onéreux. Donc ça a été clairement une forme. C'était pas officiellement des tickets de rationnement, mais c'est comme ça que ça a fonctionné, parce que c'était un mode en réalité de gestion de la pénurie. Sauf que la conséquence, c'était que quoi qu'il arrive, il y avait un manque alimentaire, et donc la période collectiviste se caractérise par une malnutrition chronique, et qui a été particulièrement forte en ville, avec une différence entre les villes et les campagnes, parce qu'à la campagne, il y avait quand même cette capacité à produire de petites quantités, notamment de légumes, et éventuellement de poules, etc., qui étaient officiellement interdites, mais en réalité tolérées. Donc c'est pourquoi le Doi Moi, à partir de 1988, qui a été une ouverture, qui a ouvert la voie à la décollectivisation et qui a été une ouverture sur les marchés mondiaux, a vraiment été une rupture complète dans ce dispositif d'approvisionnement et dans l'alimentation des Vietnamiens, parce que ça s'est accompagné aussi
de tout le dispositif de révolution verte. Et donc on voit ici, c'est les importations et les exportations. Dès le début des années 90, le Vietnam cesse quasiment ses importations de riz et devient exportateur de riz. Et ça a été un symbole très fort, le fait que le Vietnam que la production nationale soit suffisante pour même approvisionner le marché mondial. Et donc, c'est comme ça que, moi, quand j'ai commencé mes recherches sur cette question de l'insécurité alimentaire au Vietnam, le discours qu'il y avait, c'est « mais il n'y a pas d'insécurité alimentaire à Hanoï, et même le Vietnam est exportateur de riz, et c'est le deuxième exportateur mondial de riz. Donc, il n'y a pas de problème de ce genre. » Et donc, c'est dans ce contexte-là que la forte inflation de 2008 a été perçue comme un renversement par rapport à cette tendance d'amélioration de l'alimentation et de l'accès aux denrées alimentaires. Donc, quelles ont été les formes, dans ce contexte, quelles ont été les formes de la crise de 2008 ? La première chose, c'est que dès 2007, il y avait donc des tensions sur les marchés mondiaux et le Vietnam a, au début de l'année 2008, pendant quelques mois, émis un moratoire sur les exportations. Donc le Vietnam a interdit les exportations de riz pendant quelques mois de manière à protéger le marché intérieur. Alors ça a accru la crise sur le marché mondial, parce que le Vietnam est donc le deuxième exportateur mondial de riz, parfois le troisième, mais l'idée c'était de protéger le marché intérieur. Ce qui a relativement marché, toute proportion gardée, parce que finalement, en particulier la croissance des prix du riz n'a pas été si forte que ça, ou en tout cas moins forte que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Mais néanmoins, on voit que sur toute la période, et en particulier, particulièrement autour de 2008, l'inflation alimentaire est supérieure à l'inflation générale. Donc il y a un accroissement des coûts de l'alimentation qui sont systématiquement supérieurs à l'accroissement des coûts en général. Et surtout, le problème, c'est que cette inflation survient dans un contexte où l'effort fourni pour se nourrir reste élevé. En particulier, donc, à l'échelle du pays, à l'échelle de tout le pays, c'est 41% du budget alimentaire, du budget des ménages, qui est consacré à l'alimentation. Donc ça reste des parts considérables, parmi les citadins. C'est un peu plus à l'échelle du pays, mais c'est encore parmi les citadins, c'est 41% du budget qui est consacré à l'alimentation. Parmi le premier quintile de revenus, c'est 69% du budget qui est consacré à l'alimentation. Donc parmi les 20% les plus pauvres. Et donc ça reste, quoi qu'il arrive, l'alimentation, et c'est vrai à peu près à tous les niveaux de revenus, reste le premier poste de dépense. Et juste le riz, on voit qu'en 2010, ici, ça c'est les données donc, de l'Office général de la statistique qui est réputé raisonnablement fiable, visiblement contrairement au Cambodge. Et en tout cas, pour ce type de données, c'est des données qui sont très systématiques. Et on voit que le riz continue de représenter 10% du budget des dépenses alimentaires. La viande représente encore 20% du budget alimentaire, à peu près. Donc, ce sont des budgets, des postes de dépenses qui restent très élevés. Et sur le prix de la viande, c'est particulièrement intéressant parce que le prix du porc a fortement augmenté en 2008, puis est resté élevé après 2008, de la même manière, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Et en réalité, ce qui est assez intéressant, c'est que ça a généré un sentiment de perte de qualité. Parce que de manière générale, la viande a été considérée, l'augmentation de la consommation de viande est l'une des tendances fortes liées à l'augmentation des revenus et à l'amélioration des conditions de vie. Et du coup, la consommation de viande, notamment de viande de porc, est fortement valorisée comme élément de qualité et élément de diversité alimentaire. Du coup, le fait que le prix de la viande ait augmenté assez considérablement a engendré un certain sentiment de perte de qualité, et ça a été en particulier, une étude d'Oxfam menée en 2008 a montré que la consommation de viande a été le mode d'ajustement du budget des ménages face à cette inflation alimentaire. Donc c'est en particulier sur ces types de produits que ça génère ce sentiment d'insécurité alimentaire. Évidemment, le prix de l'alimentation est perçu de façon si sensible parce qu'il y a aussi une très forte variabilité des revenus et une capacité limitée à substituer ce recours au marché par d'autres formes d'approvisionnement. Donc finalement, ce que ça met en évidence, c'est qu'il y a une forme
ça a révélé une forme spécifiquement urbaine de l'insécurité alimentaire au Vietnam. Et en particulier, les programmes publics de lutte contre l'insécurité alimentaire qui existaient, notamment de lutte contre la faim, en réalité se focalisent sur les questions d'accès physique à l'alimentation et se focalisent essentiellement sur donc, les zones montagneuses, les zones reculées et notamment les minorités ethniques qui sont officiellement parmi les groupes les plus pauvres de la population, mais absolument pas dans les espaces urbains. Or là, c'est justement, ce sont les pauvres ou les populations précaires en milieu urbain qui ont été fortement affectées par cette hausse des prix alimentaires. Et donc, c'est en ce sens-là que la crise de 2008 a révélé une vulnérabilité particulière des citadins. Et finalement, le discours auquel on assistait, c'est un discours de vie chère et le coût de l'alimentation est présenté comme une préoccupation centrale. Une étude menée par le PNUD en 2009 a montré que 75%, une étude sur la pauvreté urbaine a montré que 75% des personnes interrogées, donc qui faisaient partie des groupes défavorisés urbains, évoquaient l'inflation alimentaire comme première difficulté, comme premier objet de préoccupation. Parmi moi, mes enquêtés, j'avais 60%, pareil, c'était une population défavorisée, j'avais 60% des personnes qui mentionnaient ça comme un sujet de préoccupation central. Donc ça reste, mais en réalité, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé moi assez intéressant dans ce cas-là, c'est que finalement, le problème de cette inflation alimentaire, c'est que en réalité, personne à la fin, on parle d'émeutes de la faim, mais c'est pas vrai, toute proportion gardée, au Vietnam, c'est pas vrai. Dans les personnes qui se disent préoccupées, ce ne sont pas des gens qui meurent de faim. Il n'y a pas de situation de famine. En revanche, c'est une préoccupation parce que ça a des conséquences économiques majeures sur les autres postes de dépenses que sur l'alimentation. Ça impacte de manière générale les conditions de vie, mais pas en tant que telle la situation alimentaire des citadins. Ici, ce que je montrais, c'était le fait que, donc c'était parmi mes enquêtés, que j'ai classé par l'effort dans le budget alimentaire, donc la part de l'alimentation dans le budget, et le niveau absolu de budget alimentaire. Et donc, ce que j'ai montré, c'était qu'il y avait une part de la population qui avait un budget alimentaire très bas, et malgré tout, ce budget déjà très bas était déjà un effort considérable dans l'ensemble du budget. Et donc, c'est vraiment dans ces cas-là, des situations extrêmement vulnérables parce que c'est des personnes qui sont en incapacité d'augmenter leur budget alimentaire qui est déjà extrêmement limite. Donc, ce que ça m'a permis de montrer, c'est que malgré tout, des situations de grande précarité alimentaire demeuraient, même si, une fois encore, on n'est vraiment pas dans des situations d'incertitude telles qu'on peut en observer ailleurs. Il n'y a personne qui ne peut pas manger pendant une journée entière. Il y a personne, si certainement, mais c'est vraiment des situations extrêmement rares. Donc finalement, ce que la crise alimentaire de 2008 a montré, c'est que ça a révélé une plus grande exposition à des aléas extérieurs, et en particulier à la volatilité des prix sur les marchés internationaux. Le fait que des prix liés à des mouvements spéculatifs, etc. Donc pas du tout à des aléas naturels, justement, pas du tout à une sécheresse ou une perte de récolte face à une inondation ou quoi que ce soit, avait un impact sur les marchés locaux et que c'est un dispositif qui jusque-là avait quand même largement préservé, notamment les groupes urbains qui sont globalement plus favorisés que le reste du pays. Et ça s'est inscrit dans un cadre où il y a précisément une plus grande dépendance au marché, et en particulier parce que, dans un premier temps, après le Doi Moi, le fait de pouvoir produire une partie de ces aliments, donc avec la décollectivisation et donc le fait que tout le monde a obtenu un lopin de terre, ça a été un facteur de sécurisation et un sentiment de sécurité. Donc là, on parle à partir du début des années 1990. C'était même un facteur essentiel de capacité à absorber justement les fluctuations du marché de l'emploi et des revenus. Or, pour une partie des citadins, ils ont perdu cet accès à la terre parce qu'avec l'urbanisation, justement, des gens qui sont maintenant citadins alors qu'ils étaient dans des espaces périurbains, donc avec une urbanisation spontanée ou planifiée, avec la transformation de l'usage des sols, avec les migrations du milieu rural vers les villes, cette question de l'accès et de la capacité donc, à pouvoir produire soi-même de l'alimentation
ça a été remis en cause, et ça a été justement comme un facteur normalement de sécurisation qui a été complètement remis en cause. Pourtant, on voit bien que ça reste une ressource pour les ménages défavorisés, donc en particulier les berges du fleuve à Hanoï, donc au cœur de Hanoï, ont été notamment remis en culture, d'autant plus à partir de 2008. Encore une fois, c'est multifactoriel parce que c'est aussi lié au fait, à une question de la gestion des eaux du fleuve Rouge, du fait que ce soit moins inondable maintenant que ça l'était comme ça, mais néanmoins, et notamment dans les discours, le fait qu'il y ait une telle inflation alimentaire favorise cet usage alimentaire de l'espace, y compris à l'intérieur de la ville. Et enfin, dernier élément, le fait que, et ça évoque un peu les questions de résilience évoquées ce matin, le fait que, en ville, la question de la mémoire des crises a été vraiment remise en cause parce que précisément l'environnement socio-économique est tellement changeant que les modalités pour faire face à une crise alimentaire ne sont nécessairement plus du tout les mêmes. Là où il y avait éventuellement d'une part une possibilité de produire soi-même une partie des aliments face à un marché inaccessible, où il y a des formes de circulation des denrées au sein d'une famille, au sein d'une région, voire au sein du pays, parce que ça se fait beaucoup d'envoyer des denrées à un autre endroit dans le pays. En ville, c'est beaucoup moins vrai. Et donc cette capacité à faire face à certains risques par transmission, par apprentissage, est remise en cause par les dynamiques socio-économiques et spatiales qui existent. Donc il y a une certaine perte de capacité à faire face aux fluctuations telles qu'elles se produisent à l'heure actuelle, ou en tout cas il y a des formes de réinvention, de capacité à faire face qui doivent être faites. Et enfin, en termes de réponse politique, j'avais déjà dit enfin, c'est pas grave, dernier élément, en termes de réponse politique, une fois encore, en termes de politique publique d'accès à l'alimentation, l'insécurité alimentaire est vraiment perçue comme un risque lié à l'accès physique et un risque lointain. Et du coup, le fait que là, les personnes concernées étaient principalement les groupes sociaux défavorisés en ville, ne rentraient pas dans les cases des politiques publiques alimentaires. Donc pour conclure rapidement, l'idée c'est de dire que finalement la crise alimentaire de 2008 n'a pas eu de conséquences nutritionnelles ou alimentaires majeures au Vietnam. Il n'y a pas eu tout un pan de la population jeté dans la faim ou avec une disette ou une pénurie généralisée comme ça a pu être le cas justement dans le passé. Simplement, face à une amélioration constante des conditions de vie depuis le Doi Moi, ça a été une rupture majeure et surtout ça a montré qu'il y avait ça a révélé vraiment une forme spécifiquement urbaine d'une vulnérabilité alimentaire. Donc il y a un certain écart entre les représentations et la mesure objective, entre ce qui a été perçu comme subjectivement comme une crise et de mesures objectives où finalement quand même les résultats alimentaires des villes au Vietnam restent raisonnablement favorables, mais il y a une rupture notable qui s'inscrit dans ce contexte changeant. Et je vous remercie de votre attention.